Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre. On va patienter juste quelques petites secondes, le temps que tout le monde se connecte, avant de démarrer et d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, écoutez, par respect pour ceux qui sont avec nous, qui nous ont déjà rejoints et qui sont, je dirais, à l'heure, on va commencer tranquillement. Donc, bienvenue à toutes et tous une nouvelle fois. Nous sommes ravis de vous accueillir. Ce matin, je suis avec Jamal et Nicolas, qui vont se présenter un petit peu après. Je suis moi-même Aliette Angerville, responsable marketing et communication chez EduGroup, et nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire dédié à la cybersécurité et principalement aux directives NIS 2 et DORA, sujet ô combien important et d'actualité. Juste, je fais quelques petits rappels. La session est enregistrée. Vous aurez accès au replay par la suite. Vous avez sur la droite de votre écran un petit picto de chat, en tout cas. Vous pouvez cliquer dessus et poser toutes vos questions dans le chat. Nous avons prévu avec Nicolas et Jamal une session de questions-réponses en fin de session. Voilà, pour vous dire le programme de la matinée, donc effectivement, nous allons aborder la stratégie de cybersécurité pour la décennie numérique, la directive NIS 2, la directive DORA, une partie sur la formation et la sensibilisation de vos équipes et et nous aborderons justement les questions-réponses. Je vais donc passer la parole à nos intervenants, Nicolas, Jamal. Je vous laisse prendre la main. Merci à toi, Aliette. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Donc, je suis Nicolas Bienvenu, directeur commercial et associé chez EduGroup. Donc, EduGroup est un des leaders sur le marché sur la partie formation. On accompagne les petites, moyennes et grandes structures. Donc, notre activité principale est la partie formation, conseil et accompagnement des entreprises. Donc, nous intervenons autour de différents sujets, à savoir la partie cybersécurité, qui va comprendre plusieurs volets, dont la partie management de la sécurité, tout ce qui va être gestion des risques, la technique cybersécurité, sécurité offensive et la partie sécurité défensive également. Donc, on intervient aussi sur des sujets qui sont la partie big data, intelligence artificielle, cloud, également sur la partie ITSM, méthodologie de projet, management de projet, un autre volet qui est d'actualité aujourd'hui et qui n'est pas des moindres, la partie des responsabilités sociétales. Et pour en terminer, on intervient également sur tout ce qui est développement personnel et la partie bureautique. Donc, à cet effet, je vais laisser la parole à Jamal Saad, qui est notre référent de filière sur la partie cybersécurité expert, qui va nous parler de la partie NIS et DORA. Et je reprendrai la main à la suite sur tout ce qui est volet sensibilisation et formation des équipes et puis moyens de financement. Voilà. Je te laisse la parole, Jamal. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, bonjour à vous tous. Jamal Saad, je travaille en cybersécurité comme référent chez EduGroup. Donc, je travaille sur la partie 27000, sur la partie audit, réglementation, gestion des crises, entre autres. Nous avons un sujet qui est assez large, que nous allons essayer de l'aborder d'une manière la plus simple possible. Donc, nous allons à l'essentiel sur la conformité NIS 2 et sur la réglementation DORA. Avant tout, pourquoi on a de plus en plus au sein de l'Union européenne et de la Commission européenne des réglementations. Parce que les enjeux sont énormes, parce qu'un constat très simple, les incidents ne se font que s'amplifier. Donc, je ne vois pas, avec toutes les mesures techniques, organisationnelles que nous mettons en place, que c'est efficace. Personne ne voit que c'est efficace. Les ransomware, l'innovation dans les attaques, dans le mode opératoire, tout cela nous laisse penser à une stratégie de cybersécurité pour cette décennie numérique. Et les enjeux sont énormes parce que lorsqu'on regarde la cybersécurité,
La cybersécurité n'est plus seulement la sécurité des systèmes d'information. La cybersécurité, c'est la protection des entités, la protection des organismes, la protection des États, la protection des individus, la protection des entreprises contre les cyberrisques. C'est-à-dire là, on a un niveau plus haut qui est plutôt la souveraineté d'un pays. Des réflexions se font et donc une stratégie de cybersécurité pour la décennie numérique qui a été réfléchie et qui va viser à mettre en place une Europe robuste, une souveraineté technologique sur plusieurs domaines d'action. Les domaines d'action sont plutôt sur la résilience, sur la réglementation mondiale de la cybersécurité et bien sûr nos capacités opérationnelles pour répondre parce que les guerres de l'information ont commencé et ils vont s'intensifier. Et c'est pourquoi il faut mettre en place des instruments réglementaires qui sont plutôt dans la partie économique, par exemple le Digital Marketing Act ou le Digital Service Act que nous avons eu, ou la loi européenne sur la cybersécurité, la Cyber-Résilience Act, etc., plus des réglementations qui sont plutôt sur les mesures de cybersécurité. Bien sûr, une réglementation et une directive, ce n'est pas la même chose. La directive va être transposée dans le pays, donc avec des latitudes en fonction de chaque pays. La réglementation, elle est pratiquement applicable de la même manière sur tous les pays de la communauté européenne. Okay? Donc, c'est pourquoi on va parler maintenant de Network Information Security NIS 2. Bien sûr, nous avions le NIS 1. Et on va parler de la différence et ce qui va changer par rapport à NIS 1 et comment ça va être mis en place dans nos entreprises, les entités qui sont soumises à NIS 2. À vrai dire, nous avons eu pas mal de publications et sur 4 directives, dont DORA NIS 2, que nous allons aborder, et 2 autres directives, la 2556 et la 2557, qui vont mettre à jour DORA et les entités critiques. Pour NIS 2, ça va arriver très vite. Donc, le 17 octobre 2024, nous devons rendre public la transposition en France ou dans d'autres pays. Qu'est-ce que ça va impliquer et c'est quoi la différence entre NIS 2 et NIS 1? Si nous regardons NIS 1, c'était la cybersécurité des opérateurs critiques. On parlait des opérateurs à service essentiel, les OSE. Donc, nous avions à peu près 300 entités. Champ d'application très limité. Eh bien, NIS 2, champ d'application beaucoup plus large. Champ d'application beaucoup plus large. On ne parle plus de la cybersécurité, juste de la cybersécurité des opérateurs critiques. On parle maintenant de la cybersécurité de masse. Et pourquoi? Parce qu'on se retrouve tous dans l'écosystème de tous. C'est-à-dire, un opérateur critique qui a dans son écosystème n'importe quel fournisseur de services, eh ben, doit aussi s'aligner sur des exigences de cybersécurité accrues. Parce que vous savez autant que moi que maintenant, les attaques en frontal se font rares, mais les attaques par rapport au supply chain, en passant par le supply chain, c'est les plus abondants et les plus réussis. D'où la décision de passer sur NIS 2 avec des milliers d'entités qui sont concernées par NIS 2. Je parlerai du champ d'application de NIS 2 par la suite. Donc, on a une prise de conscience massive. On a des proportionnalités sur les exigences par rapport à la taille de l'entité et par rapport au secteur de l'entité. En fait, dans NIS 2, nous avons une approche plutôt dans la proactivité. On a une notification de menaces et des incidents beaucoup plus large que ce qu'on avions sur NIS 1. Donc, on a un processus d'établissement de rapport d'incidents à plusieurs niveaux, alerte précoce, notification d'incidents, rapport intermédiaire, rapport final. Et là, on voit un rapport d'avancement. Et là, on voit que ça ne blague pas.
Ce n'est pas une notification non efficace, c'est une notification qui est suivie de tous les rapports qui vont éclaircir la situation. Et donc, nous aurions des retours d'informations, des vrais retours d'informations et des enseignements tirés qui sont efficaces. Okay? Et bien évidemment, le partage de cette information et le renseignement sur les menaces, entre autres. Donc, on voit bien qu'on va créer des systèmes cyber-résilients et pas seulement sur les systèmes critiques, mais sur des entités que tout à l'heure, je vais les catégoriser par des entités essentielles et par des entités importantes. Je parlerai tout à l'heure. On va minimiser les incohérences en matière de résilience entre les différents secteurs du marché parce que lorsqu'on a une incohérence ou non-homogénéisation, eh ben, nous avons un maillon faible. Et quoi que nous fassions, s'il y a un maillon faible, même si on a des maillons forts, eh ben, on va s'aligner sur le maillon faible. Et bien évidemment, amélioration de la connaissance des situations communes par rapport à nos capacités, par rapport à la menace, par rapport au mode opératoire, qui est très important lorsqu'on va gérer nos risques. Et vous allez voir que toutes les mesures qui vont découler de NIS 2 sont basées sur l'analyse et la gestion des risques. Donc, NIS 1, c'était plus 300 entités sur des opérateurs à service essentiels. NIS 2, des milliers d'entités sur des entités essentielles ou des entités importantes. Ça, c'est déjà un point de comparaison. Sur NIS 2, vous allez voir que nous avons 18 secteurs. Nous avons 18 secteurs et on va diviser ces 18 secteurs en deux parties. Les secteurs hautement critiques et les secteurs critiques. Et vous allez voir que si vous téléchargez la directive NIS 2, on a 144 considérants sur 46 articles. Les considérants sont les explications des articles, les considérations des articles. Et puis, on a deux annexes qui vont nous donner une idée sur les secteurs hautement critiques et sur les secteurs critiques. Comme nous voyons ici, on était sur des entités critiques, donc on était sur plutôt des opérateurs à service essentiel ici, et là on passe sur des entités critiques et des entités essentielles. 300 à peu près, à plusieurs milliers à peu près. Donc vraiment, cybersécurité de la masse, une prise de conscience. Regardez ici ce qu'on a. On a en fait deux annexes. On a l'annexe 1 et l'annexe 2. En total, nous avons 18 secteurs. Dans l'annexe 1, on en a 11 et dans l'annexe 2, nous avons 7. L'annexe 1, c'est sur les entités régulées hautement critiques et l'annexe 2 sur les entités régulées qui sont critiques. Pour l'annexe 2, on va voir que nous avons le service postaux d'expédition, nous allons les gestions des déchets jusqu'à recherche. Donc là, on voit avec des sous-secteurs. Le plus important maintenant de savoir quelles sont les entités concernées par NIS 2 et quelle est la catégorisation de cette entité. Comme je l'ai dit, on va parler de deux types d'entités. Les entités essentielles sont soumises à des exigences beaucoup plus larges que les entités importantes. Maintenant, définissons une entité essentielle d'une entité importante. L'entité essentielle, déjà, on est visé sur l'annexe 1. Donc, toutes les entités moyennes, intermédiaires et grandes réalisant des activités dans ces secteurs, dans ces 11 secteurs, sont considérées essentielles si nous avons minimum un de ces critères. Le nombre d'employés supérieur ou égal à 250, le chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et le bilan annuel supérieur ou égal à 43 millions d'euros. Là, on est sur des entités essentielles et on va voir par la suite sur quoi une entité essentielle est soumise. Ça, c'est la première règle. Il y a une deuxième règle. Toutes les entités qui étaient soumises à NIS 1, toutes les entités, c'est-à-dire les opérateurs à service essentiel. On ne parle plus des opérateurs à service essentiel. Avec NIS 1, on parlait de OSE. Avec NIS 2, non. On parle des entités essentielles, des entités importantes. Mais tout ce qui était considéré avant, avec NIS 1, OSE, eh ben, c'est une entité essentielle d'office. Plus ce que je viens juste de dire sur l'annexe 1, plus les critères de taille. Les critères de taille, est-ce qu'on est à plus que 250 salariés? Est-ce qu'on est à plus que 50 millions de chiffre d'affaires ou le bilan annuel, il est à plus que 47 millions?
Là, on est sur des entités essentielles. Plus ce que je veux dire là, donc, sont considérés aussi des entités essentielles, les prestataires de services qualifiés, les registres, les fournisseurs de réseaux publics et de communication, ce que je viens juste de dire, toute entité désignée opérateur de services essentiels au titre de NIS 1 et certaines entités désignées unitairement par la France. Il y a quand même des inclusions de l'administration publique et il y a des exclusions de quelques administrations. Par exemple, tout ce qui est dans le domaine de la sécurité nationale ou de la défense, il est exclu. Okay? Bien sûr, il y a d'autres encadrements, comme lorsque nous avons sorti le RGPD. Si vous vous rappelez, le RGPD, il y avait, avec le RGPD, la directive police et justice et la directive PNR. Et bien, dans la même philosophie, il y a des entités qui sont assez spéciales pour la souveraineté d'un pays, qui ne sont pas dans le champ de NIS 2, mais qui sont réglementées par autres directives. Les entités importantes aussi, nous avons le critère de la taille. En fait, la taille doit être entre 50 salariés jusqu'à 250 salariés et le chiffre d'affaires 10 millions et le bilan 10 millions. Là, on est sur une entité importante, qu'elle soit sur l'annexe 1 ou sur l'annexe 2. Et ça, c'est très important. Et je vais vous dire pourquoi c'est très important. Parce que lorsque nous avons réfléchi, lorsque la Commission européenne a réfléchi sur le RGPD, elle n'avait pas la notion de taille. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec une entreprise qui a 3 salariés, qui est soumise sur tous les articles, les 173 pratiquement articles du RGPD. Ça, ce n'était pas très logique, ce n'était pas pragmatique, ce n'était pas applicable. On s'est retrouvé avec des entités qui n'ont pas du tout des moyens et des entités qui ont des moyens colossaux, mais ils sont soumis sur les mêmes articles. Donc, en fin de compte, ça ne va pas être efficace. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans le cadre du RGPD, je parle, qui disent nous, on a une taille assez limitée, on prend le risque de ne pas être sur la conformité RGPD. Donc, avec ce retour d'expérience, le RGPD, donc, il était plutôt réfléchi dans une philosophie grandiose. Le GAFAM, là, non, on réfléchit d'une manière plus pragmatique, on prend en considération la taille de l'entreprise, c'est du bon sens et ça va nous aider aussi à appliquer, qu'elle soit applicable, la directive soit applicable. Okay? Donc voilà, là c'est pour les entités importantes ou aussi, comme je l'ai dit, il y a les critères de taille. Bien sûr, le régulateur ici, c'est l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui va réguler, qui va être là pour surveiller. Il y a donc des notifications, des contacts et des déclarations des incidents majeurs avec tous les rapports et les intermédiaires et le suivi qui vont être pour la France, donc le nom de l'entité, l'adresse, le secteur d'activité, la déclaration d'incident, la notification, tous les rapports que j'ai dit d'avancement final, etc. Et bien évidemment, si nous regardons les obligations pour les entités régulées, bon, il y a beaucoup d'obligations et il y a certains parmi vous qui vont me dire oui, c'est très proche de la 27001. Bien sûr, la mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information selon les exigences de la 27001, c'est un très bon départ. Ça ne suffit absolument pas. Ça ne suffit absolument pas, mais c'est un très bon départ. D'ailleurs, dans le considérant 79, il parle de ça. Dans le considérant 79 de NIS 2, il parle de la famille 27 et il parle d'un SMSI. C'est un très bon départ, ça ne suffit pas. Si on regarde les mesures d'une manière pragmatique, on voit qu'il y a un chevauchement, bien sûr, dans la 27001, les politiques relatives à l'analyse des risques et la sécurité des SI. En fait, que ce soit sur NIS 2 ou que ce soit sur DORA, le socle, c'est l'analyse des risques, okay, sur plusieurs domaines. Donc, la gestion des incidents, continuité des activités, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, et si nous regardons des méthodes d'analyse de risque qui sont modernes, et si nous regardons, nous faisons un focal sur EBIOS RN, expression des besoins et identification des objectifs de sécurité, on voit que dans la philosophie de cette méthode, elle prend et l'analyse de risque de l'entité et l'analyse de risque de l'écosystème. Okay? La sécurité, l'acquisition, du développement, de la maintenance des SI, bon, on se rappelle aussi de la nouvelle version de la 27001, de l'annexe A, et on voit qu'on peut en tirer profit. Des politiques procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion de risque, bien sûr, après traitement. Les pratiques de base, l'utilisation de la cryptographie, aussi, si tout ça, ça se jauge avec la 27001. Avec aussi NIST,
bien évidemment avec NIST qui est encore plus large que la 27001, avec la spéciale publication 800-53. Et puis la sécurité des ressources humaines, l'utilisation des solutions d'authentification assez intelligentes à plusieurs facteurs. Voilà. Donc, toutes ces mesures vont être exigées pour les entités régulées. Maintenant, vous me dites, c'est quoi la différence entre une entité essentielle et une entité importante par rapport aux obligations? Les obligations dans une entité essentielle vont au-delà et les sanctions vont au-delà. Les sanctions, d'ailleurs, les sanctions qui sont pratiquement la même chose que le RGPD, hein, pratiquement la même chose que le RGPD. Je pense sur l'entité essentielle, on est sur 10 millions d'euros et 1,4% de chiffre d'affaires mondial. Et sur l'entité importante, on est, je pense, sur 7 millions, c'est à confirmer, hein, je pense 7 millions et 7 millions et 1,7%. Donc, 10 millions, 2%, 7 millions, 1,4%. C'est ça. Entité essentielle, 10 millions ou 2%, et entité importante, 7 millions et 1,4%. Et pour les entités essentielles, on va plus loin dans les sanctions des dirigeants. Donc, les dirigeants qui ont pris des décisions peuvent aussi être soumis à des poursuites ou à des injonctions sur certaines activités ou certains postes qu'ils peuvent occuper. Voilà, là, d'une manière très, très large, ce qui nous attend par rapport à NIS2, qui sera mis en application dans 4 mois à peu près. Parlons un peu aussi d'une manière rapide sur DORA. DORA qui va viser aussi la cybersécurité et surtout la résilience des entreprises qui sont plus dans le domaine financier. Maintenant, il faut aussi qu'on se rende compte que dans le champ de NIS2, il y a pas mal d'entités qui sont dans le domaine financier, hein. Il y a aussi chevauchement dans les deux. Bien sûr, elle sera applicable à partir de 17 janvier 2025. Aussi, c'est pas loin. C'est pratiquement 7 mois. Okay? Et aussi, elle va viser la résilience des entités qui vont travailler dans le domaine financier. Qui est le régulateur en France? L'ACPR. En fait, on a une autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et ben, en France, c'est la Banque de France. Bien sûr, on a l'entité, l'ABE, c'est l'autorité bancaire européenne. Et en France, c'est l'ACPR qui va réguler. Donc, sur DORA, on a la Banque de France. Et sur NIS2, nous avons l'Agence nationale de sécurité de systèmes d'information. Bien sûr, on a des objectifs de résilience. Avant tout, réduire les menaces cybernétiques et garantir que les entités financières peuvent résister à des sinistres, à des attaques de masse. Oui, ça va venir. Oui, ça a commencé à venir. Et bien sûr, avoir un niveau très élevé de résilience opérationnelle entre les États membres parce qu'une homogénéisation s'impose. Parce que, comme je l'ai dit, si un fournisseur d'accès ou une entité dans l'écosystème ne fait pas l'affaire, eh ben, elle va causer préjudice. Elle sera un maillon faible pour l'entité essentielle. Qui est concernée par DORA? Liste non exhaustive, mais comme vous voyez, tout ce qui touche à des secteurs financiers, établissements de crédit, de paiement, plateformes de négociation, investissement, les prestataires de services, de cryptoactifs, on en a pas mal. Là, on en a une vingtaine, mais ce n'est pas exhaustif. Donc, toute cette partie, elle est soumise aussi à la réglementation DORA. La structure de DORA, là, on est sur 106 considérants et 64 articles. Donc, il y a plus d'articles. La même chose ici, les considérants sont plus comment nous avons sorti les articles, les considérations des articles. Et donc, ça va vous donner une idée sur comment nous avons élaboré les articles. Bien sûr, ici, on a 6 catégories. Donc, dans les nouvelles règles, comme je l'ai dit depuis le début, il y a d'autres actes qui sont sortis, mais les mesures ne sont pas de cybersécurité. C'est-à-dire, si on regarde le Digital Marketing Act ou le Digital Service Act, ce n'est pas des mesures, c'est plutôt dans l'économie et dans les protocoles d'échange. Ici, on est vraiment sur quelque chose sur lequel on va sortir des mesures cybersécurité. Okay? Donc, une gouvernance renforcée implique une pleine responsabilité de la direction. Oui, nous avons besoin. Rien que nous sommes en train d'implémenter un 27001,
nous n'avons pas toujours l'engagement et le leadership de la direction. Donc là, dans une réglementation comme DORA, c'est renforcé et il y a un article qui vise ça, l'article 5. Une gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication. C'est un base commun, c'est un socle commun, pas seulement de NIS 2 et de DORA. En fait, si nous regardons toutes les réglementations, sans exception, qui vont être un instrument pour sortir des mesures de sécurité, ils sont basés sur l'analyse de risque, que ce soit la LPM, que ce soit le RGS, que ce soit NIS 1, NIS 2, DORA, les divers IGI, tous, le socle de tous, même si je veux regarder les normes, la 27001, tous sont sur le socle qui est le moteur, qui est l'analyse de risque. La gestion de la classification, bien sûr, ça aussi, ça va en découler des processus de gestion des incidents. La conduite de tests de résilience opérationnelle numérique, ça, c'est obligatoire. On ne va pas rester sur des PCA ou des PRA ou des mesures qui sont théoriques et de la conception. La conception, nous ne voulons pas. Nous voulons quelque chose d'efficace, donc il faut mettre en place toute cette partie qui était conceptuelle dans la phase d'où et puis voir si cela fonctionne ou pas à travers des tests. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'encadrement des prestataires, c'est hyper important, des services d'éthique, très important, parce que le constat est très simple, que l'attaquant, le profil de l'attaquant, il n'est pas con, il est très intelligent, il va cartographier autour de toi, dans ton supply chain, dans ton écosystème qui est le maillon faible, et il va passer à travers ce maillon faible. Donc, nous ne voulons plus des maillons faibles dans les prestataires, et c'est pour ça qu'il parle ici de l'encadrement des prestataires en termes d'évaluation et de gestion de risque. Tout ça, ça peut être des exigences contractuelles là, entre l'entité soumise à DORA et le prestataire. Okay? Le partage d'informations, visé par l'article 45, si on regarde le partage d'informations et la surveillance de la menace, ça devient une exigence. Si on regarde la 27001, des mesures supplémentaires par rapport à la nouvelle version, justement, sur la surveillance, le renseignement sur la cybermenace, le renseignement sur les menaces physiques, etc. Donc, tout cela vient des retours d'expérience. Tout ce que nous sommes en train de mettre dans les réglementations modernes, ça vient des retours d'expérience de ce que nous avons fait avant. Donc, voilà, c'est grosso modo ce que je parlais. Il y a énormément de choses à dire. Là, nous sommes dans le cadre d'un webinaire et pas d'une formation dédiée. Après, si vous avez des questions spécifiques, vous allez poser et je passerai la main à mon collègue Nicolas. Merci à toi, Jamal, en tout cas pour cette présentation, en tout cas en ce qui concerne la partie NIS 2 et DORA. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est un sujet d'actualité et qui va concerner plusieurs structures. Donc là, ce qu'on va aborder, ça va plutôt être la partie formation et sensibilisation des équipes. Donc ça va être vu en 3 points. Pourquoi se former et avec qui? Les formations et du groupe, et puis les financements. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi vous former sur ce sujet? Comme Jamal l'a dit et l'a évoqué, c'est un sujet d'actualité qui va devenir incontournable. NIS 2 présente un enjeu crucial pour assurer la conformité légale, améliorer la sécurité en tant que telle, réduire les risques et renforcer la confiance et la résilience organisationnelle face aux menaces cybernétiques. On va avoir les mêmes enjeux aussi sur la partie DORA, mais en complément, on aura plutôt la préparation des audits et les inspections, renforcer la confiance des parties prenantes et la gestion des risques liés aux tierces. Donc, ce qui m'amène à qui peut justement vous accompagner sur le sujet. Alors, je suis allé trop vite. Donc, EduGroup, en tant que tel, existe déjà depuis plus de 35 ans et est leader sur la partie formation, dont la partie cybersécurité. Nous avons formé plus de 16 000 collaborateurs, 16 000 stagiaires du moins sur l'année 2023. On dispose de plus de 400 consultants formateurs, mais qui sont sur différentes thématiques que l'on verra sur la slide d'après. Donc, on a un catalogue de formation qui a à peu près plus de 800 formations sur différentes thématiques. Aujourd'hui, ce qui fait la force d'EduGroup, c'est surtout les valeurs humaines. Pourquoi? Parce que vous avez un interlocuteur qui est dédié et qui vous accompagne et qui a plutôt un rôle de conseil que de vente en tant que tel. Une approche partenariale, parce qu'on n'est pas juste dans un cadre d'une vente, mais plutôt d'une partie proximité vis-à-vis du client. Du conseil qui va être aussi rattaché d'autant plus, autant pour la partie commerce, mais également avec un consultant formateur
qui a cette expertise sur la partie métier, une ingénierie pédagogique parce qu'on fait autant des formations qui vont être sur de la partie standardisée mais sur du sur-mesure, d'où cette partie ingénierie pédagogique, des experts qui sont reconnus parce qu'ils sont certifiés, qu'ils ont une expertise terrain et qui font partie de différents clubs au niveau de la partie cybersécurité et sur d'autres domaines, un gain de temps parce qu'on a plutôt un rôle de conseil et d'optimisation sur la partie financement et une présence à l'échelle nationale et internationale. Donc, ce qui m'amène à la partie agrément éditeur. Donc, juste un focus afin que vous puissiez voir les éditeurs et accréditeurs avec qui nous travaillons. Donc, nous avons la partie Microsoft, PeopleCert, c'est tout ce qui va être attaché à la partie TSM, méthodologie management de projet, AWS, Amazon, SAP, Citrix, Cisco, VMware, partie PMI, où là, on est plutôt sur la partie CAPM, PMP. La partie PESCD, qui va nous intéresser, qui va être sur les slides d'après, sur tout ce qui est partie formation et dont Nice et Dora sont concernés. La partie Trailblazer, qui est plutôt la partie Salesforce et Autodesk. Aujourd'hui, il existe 4 formations sur la partie Nice et Dora, dont je vais vous parler de façon très succincte, mais où vous aurez un peu plus le détail sur les slides d'après. Donc, vous avez la partie sensibilisation à la directive Nice 2, donc qui va être sur une durée d'une journée. La partie, quand on est plus sur un aspect de certification, on est plutôt sur la Nice Directive Lead Implementor, qui a une durée d'à peu près 5 jours. La partie Dora aussi sera à peu près sur le même principe, où vous aurez la sensibilisation, qui est sur une journée, et une partie certifiante, qui va être plutôt la partie Dora Lead Manager. Donc, ces formations sont animées autant en inter-entreprise qu'en intra-entreprise. En termes de déroulement de formation, donc c'est en présentiel, à distance, et le mode hybride, qui est le mixte des deux. Voilà, donc, tout en sachant que les formations qui sont certifiantes sont rattachées à l'accréditeur PECD. Donc, ce qui m'amène à un peu plus de détails sur les formations en tant que telles. Donc, la partie sensibilisation à la directive Nice 2, qui a une durée d'une journée, qu'est-ce qui va être vu dedans? Quel est l'objectif? On est plutôt dans une notion de découverte de la directive, son importance, la compréhension des principes fondamentaux de la directive. Donc, elle concerne qui? On va dire les RSSI, les DPO, les CTO, toute personne souhaitant découvrir justement cette partie directive. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 5 points qui sont vus. L'introduction, la partie compréhension des principes, la mise en pratique, la bonne pratique et la clôture de la journée par la partie sensibilisation. Donc ça, c'est la formation qui dure une journée. Donc, ce qui m'amène à la partie formation, on est plutôt maintenant sur une notion de certification, ou qui est plutôt rattachée à l'accréditeur PECD. Donc là, quel est l'objectif? C'est plutôt d'expliquer les concepts et les exigences de Nice 2, d'interpréter et de mettre en œuvre justement tout ce qui va être les acquisitions, les principes et stratégies, méthodologies et outils nécessaires à la mise en œuvre et la gestion efficace en tant que telle d'un programme cyber en conformité à la partie Nice 2. Ce que vous voyez, donc vous avez le découpage en jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5 de tout ce qui est vu. Donc bien évidemment, vous avez différents items que je ne peux pas, bien évidemment, imbriquer à l'intérieur parce que sinon, le webinaire va s'éterniser. Mais pour votre information, le public qui va être concerné, on est vraiment sur les professionnels de la cyber qui souhaitent approfondir les exigences de la partie directive. Tout ce qui va être RSSI, tout ce qui va être responsable informatique, DSI, DPO, les responsables gouvernementaux et réglementaires qui souhaitent justement, qui sont chargés de mettre en place cette partie Nice 2 au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, et ce que Jamal disait, c'est que comme prérequis de la formation et qui fait partie des considérants, il faut que vous ayez une base qui est un socle, qui est la formation ISO 27001, la partie Lead Implementor. Voilà. Donc, en ce qui concerne la partie, les formations qui sont proposées, en tout cas sur la partie Nice 2. En ce qui concerne la partie Dora, vous allez avoir également de schéma une formation qui est plutôt sur la partie sensibilisation au règlement Dora, qui est aussi d'une durée d'une journée. Donc, dessus, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la découverte de Dora, mais à travers ces 17 exigences. Donc, sur une journée. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez différentes choses qui sont vues. Donc, la partie de la compréhension de Dora, la partie examen détaillé des exigences de la partie Dora, les évaluations et les risques et gestion des risques, et la partie formation et sensibilisation des équipes en interne. Donc ça, c'est en ce qui concerne la partie sensibilisation. Ce qui m'amène à la partie certification, quand on souhaite justement approfondir.
cet aspect-là. Donc, on est plutôt dans une notion où on souhaite avoir une compréhension du paysage réglementaire et des exigences en matière de conformité. Donc, tout ce qui va être mise en œuvre des stratégies en tant que telles et mesures pour améliorer la résilience organisationnelle et améliorer la résilience opérationnelle. Donc, identification, analyse, évaluation et la gestion des risques et l'utilisation des outils et des méthodologies pour suivre, évaluer et gérer les risques. Donc, à noter, et encore une fois, ce que Jamal disait, en prérequis, dessus, on va plutôt de formation, ce qui va être le socle de base, ça va être tout ce qui va être les formations orientées sur tout ce qui est gestion des risques. Donc là, on parle plutôt de la partie, tout ce qui va être ISO 27005, Risk Manager, la partie bio-CRM. Donc, le public qui va être concerné est plutôt tous les responsables en conformité et gestionnaires des risques et gestionnaires des risques. Tout ce qui va être les personnes des affaires juridiques, les consultants financiers et cyber, les cadres et décideurs des instituts financiers. Voilà. Donc là, vous avez aussi également le découpage sur 5 jours où vous avez différentes choses. Sur la partie journée 1, on est plutôt sur de l'introduction des concepts. Journée 2, tout ce qui va être la gestion des risques. La journée 3, la gestion des risques, mais liée aux prestataires tierces et les partages des informations. Journée 4, la réévaluation et l'amélioration continuelle. Et pour en terminer, l'examen de certification. Donc, ce sont les formations qui sont existantes aujourd'hui. Bien évidemment, ça va tendre à évoluer et il va y en avoir d'autres aussi également qui vont apparaître. Ce qui m'amène au sujet qui est quand même pas des moindres, la partie de nerf de la guerre, qui sont les financements possibles. Aujourd'hui, quels sont les financements qui existent pour pouvoir financer ces formations? Donc, vous avez, dans chaque société, vous avez ce qu'on appelle le plan de développement des compétences que vous pouvez utiliser, qui va vous permettre de pouvoir financer l'une des 4 formations. Pour ceux qui sont rattachés à l'OPCO Atlas, vous avez le FNE qui a été remis en place et qui est effectif depuis le 1er juillet. Donc, bien évidemment, ça va être premier arrivé, premier servi. La partie cybersécurité est une des thématiques qui fait partie des subventions sur la partie FNE. Tout en sachant que tout va dépendre de la taille de votre entreprise. Donc, en fonction de la taille, il y aura un montant qui sera alloué. Donc, ce montant de prise en charge va de 50 à 70% de prise en charge, ce qui est quand même non négligeable. Donc, autant sur de l'inter-entreprise que sur de l'intra-entreprise. Un troisième moyen de financement qui est l'action collective Atlas. Alors, cette partie action collective ne sera pas sur Nice et Dora, mais sera plutôt sur les formations ISO 27001, Lead Implementor, la partie ISO 27005, Risk Manager, la partie IBIOS, Risk Manager. Toutes ces formations font partie des actions collectives et peuvent être un levier pour que vous puissiez financer votre formation, qui est un socle de base. Et pour en terminer, vous pouvez aussi les financer par vos fonds personnels. Voilà, donc, ce qui m'amène à la fin de cette présentation. Donc, avec Jamal, je pense qu'on aurait voulu vous parler de plus de choses, mais bon, on est sur un webinaire et bien évidemment, c'est un peu compliqué de pouvoir aborder tous les points dans le détail. Donc, ce qui m'amène à la partie questions-réponses. Je pense que vous devez en avoir par rapport à tout ce qui a été dit par Jamal et moi-même. Donc, nous restons à votre disposition pour avoir des éclaircissements par rapport aux différentes interrogations que vous allez avoir. Avec grand plaisir. Alors, merci Jamal et Nicolas pour ces présentations de qualité et très intéressantes. On a appris, moi en tout cas, j'ai appris encore plein de choses. Donc voilà. Nous avons effectivement des questions. Alors, je vous propose de les prendre dans l'ordre où elles ont été posées. Xavier nous dit « Nous sommes catégorisés comme entité essentielle vu notre activité de fournisseur de services DNS. Et nous n'avons que 7 salariés. Devons-nous appliquer NIS 2 car l'AFNIC, alors je ne sais pas ce que c'est, peut-être Jamal, toi tu connais bien effectivement, a soutenu que nous devions appliquer NIS 2 en contradiction avec le nombre de salariés. Est-ce que toi tu aurais des éclaircissements à proposer à Xavier? Xavier, je suis désolé de vous dire que c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des entités où la directive s'applique quelle que soit la taille. Et vous entrez dans cette exception, si j'ose dire. Les fournisseurs de registres de noms entrent dedans. En fait, tout prestataire de services de confiance entre dedans et tout fournisseur de réseaux de communication électronique public ou de services de communication accessibles au public entre dedans. Donc, je suis désolé de vous le dire, malgré votre taille, normalement, pour les tailles moins que 50 salariés, nous sommes hors champ, sauf exception, et vous, hélas, vous entrez dans l'exception. Donc, la réponse est oui, vous êtes soumise à NIS 2.
Super, merci beaucoup, Jamal. Je veux ajouter quelque chose. Vas-y. Je veux ajouter quelque chose pour les autres personnes, c'est que même la France, à part ces exceptions, elle a la possibilité d'intégrer et unitairement des entités qui ne respectent pas les critères de taille, mais en fonction de l'analyse de risque nationale, elle va se dire quand même, eux, ils sont soumis à NIS 2. On a la possibilité aussi d'avoir ça. Je veux juste ajouter dernièrement une chose. Tout ce qui est défense de sécurité nationale peuvent être exclus et unitairement en France. Vous voyez? Donc, il y a des règles générales sur la taille, sur le secteur d'activité, il y a des exceptions. Et c'est ça qui fait la directive qu'elle a une latitude. Et bien, vous entrez dedans, je suis désolé que ça vienne. Ok, merci Jamal. Vincent a posé plusieurs questions. Alors, je les dis les trois d'un coup, comme ça, parce que elles allaient, je pense, dans la suite, les unes des autres. Vincent demande qui va évaluer la suffisance de la résilience des entités, par quelle structure, quels auditeurs, l'idée sous-jacente et des entités comme les auditeurs 27001 LA. Écoute, je n'ai pas une idée qui va faire ça, mais je peux te dire les exigences. Déjà, comme on a dit, pour DORA, on a la Banque de France. On a la Banque de France qui est mise à disposition pour surveiller. Maintenant, bien sûr, il y aura des accréditations des auditeurs. Comme nous avons des auditeurs, moi-même, je suis accrédité pour certifier la 27001 ou la 27701, mais dans le cadre du COFRAC. Certainement, il y aura l'équivalent avec la Banque de France et il y aura des prestataires accrédités comme les PASSI ou autres avec l'ANSSI et qui vont s'occuper de cette mission. Qui exactement et selon quelle exigence, je ne sais pas, mais ils seront là pour auditer ou peut-être aussi pour que l'entité elle-même, elle démontre sa conformité à DORA, comme dans le RGPD. Okay? D'accord. Merci. On a David qui soulignait que tu faisais un parallèle avec le RGPD, mais qu'en réalité, ce sont bien deux cadres distincts. Pourquoi toujours parler du RGPD quand on aborde la directive NIS 2? Chaque entreprise est concernée par le RGPD, par contre, elles ne le sont pas toutes par NIS 2. Cher David, apparemment, je me suis mal compris. Je n'ai pas fait le parallèle. J'ai dit juste que l'erreur que nous avons commise lorsqu'on a mis en place le RGPD, on l'a rectifié avec NIS 2 en termes de taille d'entreprise. Le RGPD, jamais il va parler d'une taille d'entreprise. C'est-à-dire que tu sois une entreprise de 3 salariés ou de 30 millions de salariés, que ce soit Google ou le petit acteur qui fait de services, il est soumis au RGPD quand il traite des données à caractère personnel. Avec NIS 2, nous avons rectifié et on a ajouté cette proportionnalité de taille. Mais je n'ai jamais fait un parallèle entre les deux. Bien sûr, tu as raison de dire que ce sont deux cadres totalement différents. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ok. N'hésitez pas d'ailleurs, Vincent, David ou Xavier, à réagir dans le chat si jamais ce n'était pas clair ou si jamais il vous manquait encore des éléments de réponse. Réécrivez dans le chat pour qu'on puisse revenir dessus. On a Abdoulaye ensuite qui demande s'il existe une liste exhaustive des secteurs d'activité touchés par DORA et NIS 2. Alors, je pense que peut-être qu'il voulait un peu plus de détails que les listes que tu as présentées qui concernent les grands secteurs. Et voilà. Pour NIS 2, oui. Pour NIS 2, oui, ce sont 18 secteurs. 11 annexe 1, 7 annexe 2. Là, sont exhaustifs. Pour DORA, à mes connaissances, non. Il n'y a pas d'annexe dans DORA. Vous voyez? Et c'est pour ça, dans les entités, j'ai dit liste non exhaustive. D'accord. Donc, de toute façon, Abdoulaye, on vous enverra la présentation qui a été déroulée. Donc, vous aurez en tout cas les diapositives avec les listes que Jamal nous a partagées. Vous pouvez aussi télécharger la directive NIS 2. Vous allez voir les annexes dans les détails, dans les secteurs, les 18 secteurs avec les sous-secteurs. Okay? D'accord, merci. Ensuite, Thibaut demande s'il est possible de revenir un petit peu sur les prérequis pour la formation lead implémenteur. Donc, qui concerne… Pour NIS 2 ou pour la 27001 ou pour la formation NIS 2? Alors, moi, je l'aurais pris comme ça. Thibaut, si vous pouvez juste préciser
Peut-être si c'est bien de la 27002 que vous parlez, de Nice 2, pardon, et pas de la 27001 dont vous parliez. Le temps que Thibaut… Nice 2, effectivement. Écoute, il n'y a pas vraiment des prérequis. Maintenant, si tu as quand même des compétences dans l'analyse de risque, ça va te faciliter la formation NIS 2. Mais des prérequis, vraiment, non, il n'y en a pas. En fait, c'est une formation qui va t'aider à comprendre déjà les exigences, à interpréter ces exigences, à mener une analyse de risque et à mettre en place et implémenter dans un cadre de PDCA les mesures et continuellement améliorer ces mesures. C'est dans la même philosophie d'une implémentation d'une 27001. Ce n'est pas les mêmes périmètres, ce n'est pas les mêmes exigences et ce n'est pas les mêmes enjeux. D'accord, merci. On a ensuite, alors du coup, là, peut-être, ça va être Nicolas, c'est à ton tour, sois prêt. Les mecs nous demandent si la formation peut être financée par France Emploi, conventionné région. Alors, ça peut être financé par France Emploi, oui, sur la partie NIS 2 et sur la partie DORA. Maintenant, il faut qu'on vous fournisse tout ce qui va être bon pour accord, la partie de vie également, donc qui va être que vous allez déposer après de votre côté. Donc, et après, ça sera soumis à étude et ça sera la partie France Emploi qui donnera son accord par rapport à ça. Si le budget, bien évidemment, s'ils ont le budget pour pouvoir le financer. Ok, merci beaucoup. Stéphane demande s'il y a une taille d'entreprise minimum pour Dora et pour NIS 2. Ça a été dit. Ça oui. a été dit, bien sûr. Bien sûr oui, bien sûr, ça a été dit. Il y a la notion de taille intermédiaire et grande, moyenne et micro et petite. Micro et petite, hors champ, non concernée ni par l'annexe 1 ni par l'annexe 2. NIS 2 n'est pas applicable. Moyenne, entre 50 salariés et 250 salariés, ou 10 millions de chiffre d'affaires et 50 millions de chiffre d'affaires, ou bilan annuel entre 10 millions et 43 millions, sont concernés, qu'elles soient dans l'annexe 1 ou dans l'annexe 2, ce sont des entités importantes. Pour les grandes tailles, donc les nombres de salariés plus grands que 250 salariés, le chiffre d'affaires plus que 50 millions et le bilan plus que 43 millions, eh bien, si ils sont dans les 11 secteurs de l'annexe 1, ce sont des entités essentielles, et s'ils sont dans les 7 secteurs de l'annexe 2, ils sont des entités importantes. Ok, merci Jamal d'être revenu sur ce point. Et puis on a ensuite, alors Maïlis qui nous dit, en tant qu'éditeur de logiciels pour les laboratoires, devons-nous être conformés à la NIS 2? Est-ce que si nous sommes certifiés ISO 27001, nous couvrons la NIS 2? Nous sommes une entreprise de 110 employés avec un CA de 10 708 400 €. Je suis désolé de vous dire que la réponse est non, mais déjà, il faut regarder le périmètre de votre certification ISO 27001. Déjà, il faut regarder le périmètre. Mais même, j'ai un doute que le périmètre soit toute l'entreprise. J'ai un grand doute. Mais même s'il est tout le périmètre de toute l'entreprise, tous les processus, avec tous les sites, avec tout le système d'information, même si c'est le cas, et j'ai un grand doute que ce soit le cas, il y a pas mal d'autres mesures qui viennent d'autres exigences. Vous savez, lorsqu'on va implémenter la 27001, nous regardons les exigences de la 27001. Voilà, de 4 à 10 et l'annexe A, selon la déclaration d'applicabilité. Oui. Elle confirme que c'est toute l'entreprise, a priori. Même si c'est une super bonne chose. Faites attention, Maëlys. Moi, j'ai un grand doute. Il faut regarder le certificat parce que, sauf si vous me dites vous êtes certifié depuis maintenant 12 années, 3 certifications, peut-être c'est toute l'entreprise. Supposons que c'est toute l'entreprise. C'est une super bonne chose pour que vous bâtissez votre conformité NIS 2 sur la 27001. Mais cela ne suffit pas. Parce que lorsque nous regardons les articles, les 46 articles de NIS 2, ils se chevauchent dans quelques exigences de la 27001, mais pas tous. Et lorsque vous voulez être sur une conformité NIS 2, eh bien, il faut répondre à toutes les exigences des articles de NIS 2. Donc, vous avez accompli une partie, c'est un super bon
démarrage pour Nice 2, mais cela ne suffit pas. Donc, il faut faire un gap analysis, il faut faire une analyse des écarts et il faut voir la suite que vous devez implémenter pour la Nice 2. Donc, vous avez achevé une partie du travail, c'est sûr, mais pas tout le travail. Parce que sinon, eh ben, dans Nice 2, ils vont vous dire, si une entreprise, dans son entier, elle est certifiée ISO 27001, on tombe dans une exception et Nice 2 n'est pas applicable, mais ce n'est pas le cas. OK? Ok, merci Jamal. On est arrivé au bout des questions. A priori, les réponses que vous avez apportées ont été claires puisque tout un chacun vous a remercié, surtout vous. Enfin, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Voilà. On arrive au terme. On a dépassé un tout petit peu de temps. Merci à ceux qui ont pu rester avec nous. Alors, David, pardon, du coup, rajoute une petite question. Une entreprise de moins de 50 salariés qui travaille sur la création de logiciels destinés au secteur de l'aéronautique est-elle concernée si elle fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires? Pour Nice 2, il parle ou pour Dora? Il parle pour Nice 2? Merci. David, si vous pouvez juste préciser du coup dans le chat, est-ce que vous parlez de Nice 2 ou de Dora? Nice 2. Nice 2. Ok, donc Dora certainement pas parce que ce n'est pas de financier. Pour Nice 2, il a dit que moins de 50 salariés. Moins de 50 salariés. Secteur. Oui, ouais, non, elle n'est pas soumise, mais faites attention. Faites attention, elle n'est pas soumise sur Nice 2, elle n'est pas concernée par Nice 2. Mais, il y a un grand mais, il faut regarder les exigences contractuelles. Parce que si elle, directement, elle n'est pas concernée, le client, il peut être concerné. Le client, s'il est concerné, entre autres, dans les exigences de Nice 2, de gérer les risques dans son écosystème. Donc, rien n'empêche qu'il fera dans ses contrats des exigences, des quelques articles qui exigent une analyse de risque, un audit, des pen tests, etc. Donc, si vous voulez indirectement... Ah, excusez-nous, on a une coupure avec Jamal. Donc, si on termine un petit peu la phrase, Nicolas, visiblement indirectement, si vous effectivement vous êtes un sous-traitant, si je prends la bonne expression, hein, d'une entreprise soumise à Nice 2, potentiellement, vous pouvez avoir effectivement des impacts Nice 2 qui vous soient soumis contractuellement, puisqu'effectivement, l'entreprise finale, le client pour lequel vous travaillez étant soumis à Nice 2, il doit s'assurer effectivement que tout son écosystème, ses fournisseurs respectent aussi un certain nombre d'exigences. Donc ça peut arriver effectivement. Toujours aussi efficace, Jamal. Merci beaucoup. Alors, Jamal, a priori, revient. On va voir juste deux petits... Alors, est-ce que il faut peut-être que je clique ici pour qu'il nous rejoigne, pardon. Visiblement, on a fait le tour des questions. En tout cas, merci de vos interactions et c'était très intéressant, je pense, pour tout le monde. Nicolas, est-ce que tu as, toi, des choses à rajouter ou pas du tout? Ah, voilà, Jamal nous rejoint. Je pense qu'il va juste remettre sa caméra. En complément, donc on vous enverra de toute façon la présentation. Voilà. Désolé, j'étais déconnecté, j'ai passé sur une autre liaison. Donc, je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai évoqué. Alors, on s'est permis de terminer ta phrase, en fait, voilà, où on redisait effectivement que ce que tu disais, c'était qu'en tant que sous-traitant d'un client soumis à Nice 2, il pouvait avoir effectivement des obligations de répondre à certaines exigences du fait de cette relation contractuelle. Voilà, donc visiblement, nous n'avons pas dit de bêtises, Nicolas et moi. Voilà, on n'a plus de questions, donc on a fait le tour de cette présentation. Encore merci à vous deux, Nicolas et Jamal, de votre disponibilité et de vos échanges très qualitatifs. Comme le soulignait du coup Nicolas, effectivement, vous allez avoir accès au replay
de ce webinaire, pardon. Et puis, on vous ouvrira, nous, de notre côté. Alors, vous allez recevoir automatiquement via Webikeo pour ceux qui connaissent le fonctionnement de la plateforme. Et puis, je vous enverrai personnellement en fin de semaine, demain ou tout début de semaine prochaine, en tout cas, la présentation qui a été déroulée pour ceux effectivement qui étaient présents parmi nous. Et puis, vous aurez toutes les coordonnées de Nicolas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, s'il a besoin à un moment donné de faire un appel téléphonique avec Jamal, c'est des choses qu'on fait couramment. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a besoin de précision. Et puis sinon, voilà, vous pourrez répondre sur le mail à Nicolas directement si vous avez besoin d'autres informations complémentaires. Je vous remercie une dernière fois. On va vous souhaiter une bonne journée et puis on espère vous retrouver prochainement sur peut-être d'autres sujets. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre participation. Très bonne journée. Très bonne journée Merci, à vous. au Merci revoir. bien, au revoir.